Déjà, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, pardon, pour ce webinaire sur la cybersécurité en Afrique, défis et perspectives. Écoutez, moi, je serais ravi d'animer ce webinaire qui va durer une petite heure jusqu'à 10 heures, heure de Paris. Voilà, je serai accompagné dans ce webinaire de Gildas Pambo, qui est, voilà, on est en duplex là avec Libreville là, depuis le Gabon. Gildas qui se présentera, voilà, qui est DSI Gabon All Company, et également avec Didier Simba qui est RSSI au sein du groupe OPCE de l'entité Solutions Crédit. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner en fait un éclairage sur la cybersécurité en Afrique. La cybersécurité en Afrique, c'est un sujet, moi, lequel je suis très attaché, qu'on parle assez peu. Voilà, on est sur un continent africain d'un milliard, 300 millions d'habitants, qui est en pleine transformation digitale. Donc, on va aborder ce différent sujet avec notamment une explosion de l'Internet, de la mobilité. Et bien entendu, dans cette crise-là qu'on a vécue là, ces dernières semaines par rapport au Covid-19, effectivement, avec l'accélération du digital, on verra ensemble que les enjeux cyber sont très importants. Pour le déroulé, en fait, lors de de ce webinaire, on va faire en 4 parties. Tout d'abord, une introduction générale. J'en profiterai pour vous représenter, voilà, l'entreprise pour laquelle je travaille, OnePoint, et notamment nos ambitions sur l'Afrique. Ensuite, Didier nous présentera les résultats du baromètre de la cybersécurité en Afrique. Voilà, un travail très intéressants qui permettent de sortir certains chiffres sur certaines tendances sur la cybersécurité. Ensuite, on aura une intervention de Gildas. Alors Gildas, tu nous feras un retour d'expérience d'un DSI sur la crise du Covid au Gabon. Donc c'est vrai que nous, là, avec Didier, on est depuis Paris, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir un regard croisé de toi. Bah, comment tu as vécu cette crise d'un point de vue IT, aussi avec l'éclairage sur la cybersécurité. Et ensuite, on aura une table ronde tous les trois avec différentes questions qui permettront d'adresser la thématique d'aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui sont connectées, bien entendu, vous pouvez utiliser le bouton là dans le chat de discussion pour poser vos questions. Ce que je vous propose, compte tenu du nombre de personnes connectées, c'est de prendre les questions à la fin. C'est de prendre les questions à la fin. Donc, on se laissera une dizaine de minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions aux alentours, heure de Paris, vers 9h50. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser, et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Pour me présenter très rapidement, donc Bertrand Elf, moi je travaille au sein du groupe OnePoint. Groupe OnePoint, on est une entreprise de 2500 collaborateurs, vous voyez, présents sur l'ensemble des continents. On est sur une quinzaine d'implantations partout dans le monde, et moi-même, en fait, je suis au sein du groupe OnePoint. Je suis le partenaire en charge de l'offre cybersécurité. Voilà, on est une équipe de consultants, de 70 consultants intervenant sur toutes les problématiques de sécurité, voilà, dans une vision globale de la sécurité. On est également, voilà, on est positionné sur le continent africain, très rapidement avec trois piliers. Le premier pilier, bien sûr, la raison d'être de OnePoint, c'est accompagner la transformation des entreprises, notamment autour de l'innovation, autour de mettre en place des plateformes collaboratives, autour de l'expérience client. Également, le deuxième pilier, c'est définir des nouveaux modèles de territoire intelligent. Donc, on parle beaucoup, par exemple, de Smart City en ce moment. Donc, Smart City, vraiment, c'est un sujet d'actualité au sein de l'Afrique, au sein des différents pays. Donc, notamment de revoir ce type de stratégie au niveau de la Smart City, au niveau de la data, vraiment définir des nouveaux modèles de territoire. Et également, on est très présent sur l'accompagnement dans les secteurs publics, dans les différentes administrations clés de l'État en Afrique.
je passe rapidement. De toute façon, si vous avez des questions sur OnePoint, sur l'Afrique, voilà, on vous donnera les contacts en fin de webinaire si vous souhaitez voilà, avoir plus d'informations sur ce sujet. Alors, pour pas perdre trop de temps, voilà, je vais laisser maintenant la parole à Didier. Donc Didier, on en a pas mal, on l'a préparé ensemble. Voilà, tu as travaillé voilà, il y a quelques mois sur un baromètre de la cybersécurité en Afrique. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner les principales, les tendances et quels sont voilà, le niveau de maturité des différentes organisations ou entreprises en Afrique? Didier, c'est à toi. Alors, merci. Vous m'entendez bien, j'espère. Merci Bertrand pour la parole. Bonjour à tous et merci également de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Alors, avant de faire la restitution du baromètre, je vais commencer par me présenter. Comme l'a dit Bertrand, je suis RSSI, responsable sécurité système d'information et délégué à la protection des données chez BPCE Solutions Crédit, qui est une filière du groupe BPCE. Le groupe BPCE, il faut le rappeler, c'est le deuxième groupe bancaire en France. En parallèle, je suis également membre du réseau d'experts africains 10 000 codeurs. 10 000 codeurs qui, grâce à ces nombreux partenaires institutionnels, nous accompagnons les jeunes dans leur formation aux différents métiers du numérique en Afrique directement et également leur insertion professionnelle sur plusieurs pays en Afrique. Et enfin, je suis également membre de l'association panafricaine pour la cybersécurité qui regroupe également plusieurs experts de la cybersécurité en Afrique. Dans le même ordre d'idée, j'ai créé un groupe de collaborateurs, d'amis, des pairs, on va dire, qui sont soit des SSI, soit RSSI, soit DSI, tels que JIDAS par exemple. Et nous animons donc un groupe WhatsApp sur lequel nous échangeons énormément sur nos différentes activités, sur les sujets que nous adressons et parfois même les difficultés que nous rencontrons tous ensemble. C'est donc fort de ce groupe que nous avons pensé à mettre en place un baromètre de la cybersécurité. Alors, on peut aller juste sur la slide d'après. Et là, je vais vous présenter déjà la méthodologie que nous avons utilisée pour arriver à ce résultat du baromètre de la cybersécurité. Alors, il faut noter que le baromètre de la cybersécurité s'est très fortement inspiré du baromètre produit en France annuellement par le CESAN. Il faut notons également que je suis membre du CESAN. Le CESAN, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique en France, qui compte 600 membres, avec de nombreux partenaires institutionnels tels que la Gendarmerie nationale, le service du Premier ministre, cybermalveillance.gouv et j'en passe. La CNIL également et j'en passe. Donc, je suis membre du CESAN et annuellement, on produit un baromètre de la cybersécurité en France. Et donc, on s'est inspiré de ce baromètre de la cybersécurité pour créer un baromètre de la cybersécurité en Afrique, observer les tendances. Et comme on avait mis, on a misé sur la qualité et surtout sur la pertinence du résultat du baromètre, on s'est appuyé, le questionnaire a été adressé uniquement aux experts de la cybersécurité, précisément les DSSI, les RSSI ou les DSI. On avait un échantillon, nous avons un échantillon actuel de 20 RSSI, DSI et DSSI, repartis comme vous le voyez sur la carte d'Afrique. Et nous espérons bien entendu que la prochaine version, celle de 2021, aura un échantillon beaucoup plus large et donc une version pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus exhaustif ou du moins très proche de l'exhaustivité. Voilà pour ce qui est de la méthodologie que nous avons utilisée. Alors, le questionnaire a été envoyé à l'ensemble des membres du groupe WhatsApp sur une période de 1 mois pour pouvoir répondre aux besoins, enfin aux questions. C'était durant le mois de janvier et donc le résultat a été produit en mars. Donc, sur les restitutions que je vais faire dans les minutes qui suivent, ce sont ceux de mars 2020 avant la crise sanitaire. Alors, 4 messages à faire passer que j'ai notés. Je me suis dit, je vais vous présenter les 4 messages que je considère comme clés qui ressortent fortement. Le premier message, c'est celui concernant la sécurité des entreprises. On a constaté que 55% des entreprises disent ne pas avoir mis en place un programme de cyber-résilience ou envisagent de le faire. Ce qui montre donc, et du coup on s'est posé la question, il y avait une question qui essayait d'orienter les experts pour comprendre qu'est-ce qui était relativement, à quoi c'était dû relativement. Un quart de ces entreprises nous remontent qu'ils utilisent des solutions innovantes
telles que nous les connaissons en France, par exemple. Et 3/4 d'entre elles indiquent quand même ne pas utiliser les solutions innovantes parce qu'elles n'ont pas connaissance de ces solutions, du moins pas toujours. Ça nous a donc conduit à observer que seulement 15% de ces entreprises disent toutefois en cas de cyberattaque, être inquiets là-dessus, et que ces entreprises se protègent avec environ 18 solutions quand même qu'ils utilisent. Voilà. On peut passer sur la slide suivante. Le deuxième message, du coup. Ce qui sort du deuxième message, c'est que 65% de cette entreprise déclarent avoir connu au moins une cyberattaque. Alors, sur cette slide, comme je l'ai dit en introduction, notons surtout que les chiffres qui apparaissent sont les chiffres de mars 2020. Donc, c'était avant la crise sanitaire. Et je pense qu'avec la crise sanitaire, et telle que nous l'avons connue même en France ici, les attaques se sont multipliées et donc potentiellement ces chiffres pourront être triplés, voire même quadruplés pour le baromètre qui devra suivre. De ce fait, l'attaque qui revient très fortement, c'est celle du phishing. Et on se rapproche des chiffres que nous connaissons en France. Le baromètre de la cybersécurité du CESIN en France indiquait que 75% des entreprises en France indiquaient que des experts de la cybersécurité en France indiquaient que le phishing était le vecteur d'attaque le plus utilisé. On peut passer du coup sur la slide suivante pour le troisième message. Alors le troisième message, les utilisateurs, l'utilisation du numérique en entreprise présente des risques. Et ça, c'est ce que les experts de la cybersécurité qui ont participé au baromètre nous indiquent. Ils disent que 70% de leurs salariés sont sensibilisés à la cybersécurité. 60% d'entre elles, 60% de ces entreprises ont mis en place des procédures pour tester leurs salariés. Mais le résultat des tests nous montre quand même qu'un salarié sur 4 respecte les recommandations les recommandations en matière de cybersécurité. La slide suivante, le quatrième message du coup. Le quatrième message, il porte sur l'avenir. Et on s'est posé la question, quels seront les enjeux pour vous, les experts en Afrique, les enjeux pour vous sur 2020, de quoi vous aurez besoin. La gouvernance est revenue très fortement. Une entreprise sur 4 pense augmenter leur budget, sachant que le budget de la cybersécurité en Afrique tourne aux alentours de 5 à 10% du budget de l'entreprise. Beaucoup pensent qu'ils peuvent augmenter leur budget, mais pour ça, il faudrait avoir des éléments pour pouvoir discuter avec le COMEX. Les enjeux pour eux, derrière, c'est la gouvernance qui est revenue très fortement. On a besoin des profils, on a besoin des personnes qui savent adresser les sujets et la formation qui revient aussi à très forte, avec un fort taux avec 60% des experts qui disent avoir besoin de former, de sensibiliser les collaborateurs à nouveau. Comme on l'a vu tout à l'heure, on forme, on sensibilise, mais on a quand même 1 sur 4 seulement qui respecte ces règles. La technique, donc les applications, c'est aussi un besoin, même si ça arrive en troisième position, ça reste quand même un besoin de comprendre, de connaître les solutions innovantes, les solutions qui peuvent accompagner et faciliter la tâche des experts cyber en Afrique. Voilà, c'était le quatrième message. Et du coup, pour finir, la slide suivante, s'il te plaît. Pour accompagner et contribuer donc à cette sensibilisation, à cet accompagnement des experts de cybersécurité en Afrique, j'ai publié en mai 2020, là, le mois dernier, un livre blanc qui est téléchargeable sur le lien. Vous le recevrez quand vous recevrez les slides, qui est gratuit, qui tient sur 9 pages seulement et qui est très facile à lire et qui donne les règles d'hygiène de base à avoir pour, à minima, sécuriser son système d'information et sécuriser son information. On retrouve les règles très connues telles que le mot de passe, l'authentification, ne pas cliquer sur les liens, les mails dont on ne connaît pas le destinataire ou l'émetteur, on va dire. Donc il y a un ensemble de règles comme ça et c'est du retour que j'ai déjà de quelques personnes qui l'ont téléchargé, ils trouvent que c'est assez intéressant et ça permet de contribuer justement à la sensibilisation des utilisateurs en entreprise et donc de protéger le système d'information dans les entreprises. Voilà, et j'en ai fini.
Merci beaucoup, Didier. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces quatre tendances, hein. Pour tous ceux qui sont connectés avec nous, bien entendu, on vous enverra le support de la présentation. Il y aura également bah, le guide d'hygiène voilà, qui a publié Didier, là, qui est tout neuf, qui a publié Didier il y a ces derniers jours. Donc, vous pourrez également avoir accès à ce document, effectivement, dans une logique en fait d'écosystème et de partage d'informations. C'est important qu'on soit tous vigilants. C'est vrai que maintenant, on parle de plus en plus des gestes barrières numériques ou des gestes barrières cyber. Donc, on vous donnera accès à l'ensemble de ces informations. Voilà, bah, Didier, j'ai plus qu'à te souhaiter bon courage pour On attend avec impatience la prochaine édition là, du baromètre cyber, hein. Il y a déjà une vingtaine de DSI et de RSSI qui ont participé, hein, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'on peut largement encore faire beaucoup mieux, mais ça donne des tendances sur sur le continent africain, hein, qui sont également des tendances qu'on retrouve également dans les autres pays, hein. Nous, c'est ce qu'on voit au niveau de OnePoint. De toute façon, la cyber n'a pas de frontières, qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, hein. Je veux dire, maintenant, on est bien sur une menace globale. Du coup, je vais maintenant laisser la parole à notre ami Gildas. Gildas, l'idée, c'est que on l'a préparé ensemble là, ces derniers jours, mais tu nous donnes un peu également maintenant ton point de vue d'un DSI local là depuis Libreville. Comment tu as vécu cette crise Covid-19? Alors je sais que voilà pour Libreville, on a démarré là, c'était un petit peu tôt là, on a démarré à 7h30. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Bon, ok. Et puis Ok. on t'entend parfaitement. Donc, écoute, on te laisse la parole, hein, et puis on est super intéressé d'avoir un témoignage local. Et encore merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce matin dans ce webinaire. Ok. Je te remercie pour l'invitation à ce webinaire et pour discuter un peu sur les défis et les perspectives autour de la cybersécurité en Afrique. Sans bien sûr avoir la prétention d'être expert Afrique de la cybersécurité. Je remercie aussi OnePoint pour l'initiative. En effet, je m'appelle Gilles Pambo, je suis DSI de Gabon Oil Company, qui est en fait la société nationale des hydrocarbures du Gabon. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de parler de la cybersécurité avant le Covid, pendant le Covid et mettre sur la table quelques perspectives après le Covid. Les éléments du baromètre réalisé par Didier nous montrent bien que il y a déjà une prise de conscience sur le continent. Donc, c'est avant la pandémie du Covid. On a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place sur le continent les 10 dernières années. Et cet effort est appréciable, notamment à travers l'évolution du positionnement de certains pays africains dans le classement global du rapport du GCI 2018. Le GCI, en fait, c'est un rapport que produit l'UIT chaque année. C'est ce qu'ils appellent Global Cyber Security Index. Je pense que c'est l'index c'est juste trouver le moyen d'évaluer le niveau de cybersécurité dans les différents pays. Mais ça ne se focalise pas que sur l'Afrique, c'est global, c'est dans le monde entier. Alors, avant cette pandémie, je pense que beaucoup d'entreprises sont restées focalisées sur l'exécution de leur feuille de route. En l'occurrence, il y a des budgets qui ont été faits à partir de fin 2019 et ils avaient tout l'intérêt de mettre en place ou de mettre à exécution le budget qui a été présenté et validé peut-être en 2020.
Mais forcément, sans se douter de ce qui arrive, c'est ce qui arriverait. Parce qu'il faut dire que le Covid a changé beaucoup d'habitudes. Autant il y a des gens qui n'avaient pas forcément, qui avaient perdu l'habitude de se laver les mains. Mais je pense que les gens là se lavent les mains autant de fois. Enfin, comparé à avant, maintenant je pense que c'est quasiment 4, 5, 6 fois dans la journée qu'on se lave. Alors pour ma part, pour ce qui est de GOC, la feuille de route, elle a été fixée, elle a été axée sur la mise en place des outils de collaboration, aussi de permettre la mobilité des employés pour un peu affiner la continuité de nos activités. D'accord. C'est-à-dire de faire travailler le staff GOC un peu partout dans le monde. Donc, on était sur cette optique et dès qu'on a eu le premier cas qui a été déclaré à 12 mars 2020, là je parle du Gabon, et quelques semaines après, on a commencé avec un confinement partiel. Et un peu plus tard, on est allé sur le confinement total, ce qui a complètement changé les priorités par rapport, par exemple, au budget ou à la feuille de route qui avait été annoncée. Et cette réorientation de priorité s'est fait dans un temps extrêmement court. Donc, pour être prêt au confinement total, alors il y a un certain nombre de choses qu'on a dû faire très rapidement. Il s'agit par exemple au niveau du OC, c'est d'accélérer l'intégration des solutions cloud pour permettre l'accès à ressources à distance, mettre en œuvre le télétravail à grande échelle. Nous, on était parti pour un panel de quelques personnes cibles en fonction de ce qui est en train de se dessiner sur notre PCA. Mais là, il fallait le faire à grande échelle, il fallait faire travailler un peu plus de 200 staff de la maison. Renforcer les systèmes de la sécurité, surtout l'accès au système d'information. Et dans ce même laps de temps, essayer de donner du mieux qu'on pouvait des conseils très pratiques, des guides d'utilisation, des petits modes opératoires au staff pour essayer de mettre dans leurs mains la meilleure façon de repérer les activités suspectes, particulièrement via la messagerie, parce que je pense que c'est le premier endroit où on a le plus de dégâts le plus souvent dans les systèmes d'information. Il faut dire que c'est un contexte où les entreprises sont face à des défis opérationnels et financiers très importants. Le Covid est venu, comme je disais, quand même remettre en cause ou réévaluer un certain nombre de comportements. Donc là, je suis dans la période pendant le Covid, les tentatives de cyberattaque n'ont pas cessé d'augmenter. En parallèle, il y avait aussi ce que déjà disait Didier. En parallèle, il y avait déjà la gouvernance qu'il fallait essayer d'adapter. La gouvernance de cette cybersécurité, je veux dire qu'il fallait déjà essayer d'adapter. Et en même temps, il y a des solutions qu'il fallait mettre rapidement, et essayer de faire adapter la gouvernance. Et comme je disais, il y a aussi la partie formation, parce que on pouvait pas juste laisser partir du staff comme ça, travailler de chez eux. Et ça, un des premiers challenges, c'était effectivement le temps. Il fallait le faire dans un temps relativement court. Donc,
c'est pas un secret. Je pense que on est tous conscients, que la digitalisation, la transformation numérique augmente de manière importante les surfaces d'attaque et cette digitalisation est de plus en plus dépendante du système d'information. Et à cause de cette dépendance, les scénarios les plus pessimistes sont devenus fort probables, ce qui est des cyberattaques ou cybermenaces. Donc, au Gabon, le mois de mai, c'était un mois de mai noir. Le mois dernier, c'était vraiment noir parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui ont été ciblées sur toutes les formes possibles de cyberattaques, que ce soit de ransomware, que ce soit de phishing, de malware, de la fraude. La liste de menaces, de cybermenaces s'allonge et beaucoup d'entreprises sont malheureusement en train de faire face à l'impact, forcément des lourdes conséquences financières. L'autre élément auquel parfois en fait, on est souvent confronté, c'est que à ce stade, je suis pas certain, d'accord, je ne suis pas très sûr de l'existence de ce qu'on appelle un CERT, une équipe de réaction d'urgence en informatique au Gabon. Je ne sais pas si elle existe. Le CERT, en fait, c'est le Computer Emergency Response Team. Dans certains endroits, je pense en Côte d'Ivoire ou au Maroc, c'est déjà des équipes qui existent et qui, en ce moment, vont aider les entreprises à faire face aux attaques. Mais là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est plutôt des entreprises qui mettent en place un dispositif avec des personnes externes ou internes qui vont essayer de parer l'attaque le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que les entreprises au niveau sur le plan national, là je parle du Gabon, essayent de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour parer aux attaques. Alors, si je m'appuie par exemple sur le baromètre, Didier, ce qu'il a dû faire, c'est contacter des gens individuellement, essayer d'avoir ce qu'il a pu nous présenter aujourd'hui. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il existe une base de données accessible au grand public ou aux experts de la sécurité, avec le détail d'informations qui peut permettre d'utiliser des données pour, par exemple, répertorier par exemple tout ce qui est cybermenace ou cyberattaque, pour juste prendre le cas du mois de mai, pour cette période par exemple, ce qui faciliterait par exemple le travail de Didier pour son prochain baromètre. À ce jour, on a juste eu sur la toile, on a juste eu une banque locale qui a publié, qui a subi des retraits frauduleux d'un montant assez important quand même. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va avoir l'information sur telle entreprise a été attaquée, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Bon, là encore, ils ont été gentils de publier. Mais derrière, ça va être intéressant, ça va être plutôt intéressant. Parce que même pour pouvoir mettre en place des éléments de contre-attaque, ce serait déjà intéressant de savoir par quoi on est passé pour mieux se préparer à se défendre. Donc, de peur de me tromper, pendant cette période au Gabon, je confirme en fait le baromètre. Il y a eu plus d'attaques de type phishing, d'accord, via les plateformes de messagerie pour la plupart des entreprises. Ça je pense que c'est quelque chose qui peut facilement se vérifier.
le premier élément, je veux dire, la première stratégie du phishing, elle part d'Internet. On sait parfaitement qu'Internet transforme un espace toujours plus. C'est anonyme, Internet. Internet, on sait pas d'où ça vient, on sait juste que c'est sur Internet et il y a plein de bonnes et de mauvaises choses. Donc, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre une entreprise légitime et un imposteur. Et là, je suis en train de parler juste de technique au niveau du phishing, parce qu'on va recevoir un email qui ressemblerait à quelque chose qui a du sens. Mais dans le fond, il y a plein de mauvaises choses cachées derrière. Et désormais, la confiance ne passe plus par le chiffrement, parce qu'on se dit, parfois, ça peut être en interne, ça peut être mon email qui envoie un email et la personne a entièrement confiance au fait que l'expéditeur soit par exemple une personne de GOC. Mais là-dedans, il y a un lien malicieux qui va créer des dégâts. Donc, désormais, la confiance ne passe plus par le chiffrement de données, mais par notre capacité à prouver l'authenticité de notre marque et la fiabilité de notre organisation. Parce que je sais qu'aussi, on se retrouve à la fin de la journée en train d'avoir des mails malicieux qui partent du domaine de Gabon Oil. C'est clair qu'on va perdre un tout petit peu en réputation. Un des points importants aussi, je voulais juste attirer l'attention, c'est que les méthodes de phishing elles sont très évoluées et elles sont très évoluées de nos jours. Et le dernier rempart, peu importe l'armada, peu importe les solutions techniques qu'on mettra pour avoir un système de sécurité fort et fiable, peu importe la gouvernance qu'on applique pour suivre ces solutions technologiques innovantes, l'utilisateur final reste, pour nous, je pense que le DSI ou les entreprises restent le dernier rempart. C'est vraiment, comme je me plais à dire, le maillon faible de la chaîne de sécurité. Et ouais, c'est très clair. Ouais, effectivement, l'humain toujours au centre, hein, au centre de la cyber. Et effectivement, non, tu l'as très bien dit. Effectivement, même moi je dirais plus loin, c'est qu'en fait c'était le maillon faible. Et pourquoi ça deviendrait pas le maillon fort maintenant? Oui, parce que derrière ce qu'on oublie, c'est que moi je veux juste revenir sur les mesures barrières. Juste ça, les mesures barrières. On va en dire qu'il faut porter le masque. C'est ce qui se passe. Je pense que c'est universel. Hein. C'est pas une affaire du Gabon. Il faut porter le masque, il faut se laver les mains, il faut tousser dans le coude, tout ça. Je veux dire, il y a juste qu'à observer dehors. Je veux dire, c'est pas parce que ça s'applique à l'informatique que les gens sont plus avertis ou sont mieux. On demande à quelqu'un, une fois, on a fait un tour dehors, on est revenu, il faut se laver les mains. C'est pas forcément la chose qui est appliquée. Je veux dire, si après on doit regarder combien de personnes se lavent les mains après une quelconque activité ou donc c'est le même principe. C'est le même principe qui s'applique sur l'informatique. C'est pas forcément sûr que l'utilisateur ait la formation la plus adéquate, mais qu'il ne soit pas en train de cliquer sur un lien. Je pense que Didier partageait avec moi une de ses expériences où on peut même faire le test, on envoie quelque chose, on dit il faut pas le faire, mais les 15 minutes après, quand vous allez regarder les stats, malheureusement, vous aurez quand même pêché quelques poissons. Ok, bon bah écoute, merci Jules-Das, hein, pour ton témoignage d'un DSI là, local au Gabon sur ce qui s'est passé pendant cette crise. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce retour terrain
voilà, qui est très enrichissant. Du coup, moi, je vous propose, c'est de démarrer, qu'on démarre notre table ronde. Voilà, il nous reste une vingtaine de minutes, hein. Je rappelle pour toutes les personnes qui sont connectées, bon, on sera ravis de répondre à vos questions là en fin de webinaire. La première question que je voulais te poser, Gildas, et on va se prendre sur chacune des questions, si ça vous va. On se prend 2 minutes pour que voilà, pour être bref et pour prendre surtout un maximum de questions. La première question, Gildas, est-ce qu'en matière de transformation digitale, on l'a dit au démarrage, l'Afrique, 1,3 milliard d'habitants, ça se transforme, il y a l'explosion de l'Internet, des services connectés, mais est-ce qu'il y a une tendance globale qui se dégage en Afrique? Quel est ton point de vue? Mais je pense que Didier pourra mieux nous renseigner sur cette question. Mais comme je vous dis, Sur cette question. je dis. Ouais. Non, je disais que je pourrais prendre la question si tu veux. Ah, tu préfères Didier? Vas-y, démarre. Je veux juste m'appuyer sur le baromètre et je sais Ouais. qu'il a eu beaucoup d'informations. Effectivement, donc pour répondre rapidement à la question, ça va être très court. En 2004, rappelons, enfin si on veut remonter dans l'histoire, en 2004, il y a plusieurs pays africains sur le continent qui ont initié le projet e-gouvernement. 16 ans plus tard, j'ai regardé un peu sur Internet très rapidement, on prépare ce webinaire, seulement 6 pays sur le continent tirent leur épingle du jeu. Je peux les citer parce que j'ai mes notes devant moi. Il y a la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'île Maurice et le Seychelles. Ce sont ces 6 pays-là qui ont relativement bien avancé avec un ranking, avec un score de 0,6 à peu près sur 1, bien entendu. Et plus généralement, par contre, ce qu'on constate, c'est que la démarche de e-gouvernement s'est accélérée sur les dernières années et on retrouve bien que tous les pays africains, sinon l'Afrique centrale, a accéléré le processus. On parle de projet e-gouvernement Horizon 2025 au Gabon, je l'ai vérifié. Au Congo également, je l'ai vérifié, que ce soit RDC ou Congo, Brazzaville. En Côte d'Ivoire aussi, au Maroc également, ils ont relancé le projet, enfin ils ont le projet e-gouvernement Horizon 2025. Ce qui en ressort de cette démarche, et d'autant plus que d'ailleurs avec la crise sanitaire, le processus s'est encore accéléré, ce qui en ressort de ce constat, c'est qu'il y a une très forte disparité par région en fait, et que par exemple l'Afrique du Nord a relativement accéléré sur son processus et donc a une avance par rapport à l'Afrique centrale par exemple, ou l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, et l'Afrique du Sud également a une longueur d'avance par rapport à tout ça. Pour prendre un exemple très simple et vous parler en termes de chiffres, je regarde mes notes en même temps. L'agence, et je reviens sur le Gabon, je n'aurai pas la prétention de parler au nom de tout le continent africain, donc je parlerai du Gabon, d'où je viens. L'Agence nationale des infrastructures numériques et de la fréquence, qui s'appelle l'ANIF, qui réglemente les questions du numérique au Gabon, a indiqué que le pays comptabilisait 3 millions d'abonnés en téléphonie en 2019. 3 millions d'abonnés. Soit un taux de pénétration de 144%. Par ailleurs, pour une population d'à peine 2 millions d'habitants, on comptait 1 million d'internautes, soit un taux de pénétration d'Internet de 48%, ce qui laisse à présager justement qu'il y a des appels à projets, il y a des choses à faire et que c'est un marché, on va dire, à ciel ouvert. D'accord, ok. Bah, écoute, merci Didier hein, pour tous tes éléments, puis aussi tes exemples concrets. Pour la deuxième question, alors cette fois, désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Ça, c'est pour Gildas. Est-ce qu'il existe des différences entre les secteurs métiers, entre les télécoms, les banques, les administrations? Est-ce que tu vois des spécificités, surtout bien sûr, en lien avec la cybersécurité? D'attaque, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que on met en place un système d'information pour faciliter la gestion des processus du métier, du business, que ce soit dans la banque, que ce soit dans les télécoms. Un système d'information, je veux dire, l'élément clé du système d'information, c'est la donnée. D'accord?
Donc, je suppose que peu importe le métier, il y a l'utilisation de la donnée. Maintenant, la donnée par rapport à la cybersécurité, c'est 3 éléments. Il faut qu'elle soit. Il faut des aspects de confidentialité, il faut des aspects d'intégrité et il faut des aspects de disponibilité. Et je pense que peu importe le contexte, peu importe l'entreprise, peu importe le secteur, non, je vois aucune différence. Aucune différence tant que l'élément clé, ça reste la donnée. D'accord, ok. Merci. Sur la prochaine question, alors celle-là, je vais vous la poser à tous les deux. Est-ce qu'il existe des différences entre les pays africains en matière d'évolution digitale? On parle souvent d'Afrique, par exemple, d'Afrique francophone ou anglophone. Est-ce qu'il existe des différences? Alors, je sais pas qui veut commencer, Didier ou Gildas? Allez-y, je vous laisse. Gilles, tu peux commencer peut-être? Ok, Allez, mais Gildas, pour toi. ça va être juste dans la continuité. Je pense que ça va être dans la continuité de la première question. Je pense qu'il y a l'awareness. Je pense que les pays sont. Je dis, il y a déjà une démarche, d'accord? Il y a une démarche. Après, il y en a qui vont un peu plus vite, il y en a qui vont moins vite, mais je veux dire, il y a déjà une prise de conscience, déjà une prise de conscience pour ce qui est de l'évolution dans le digital. Moi, je vais peut-être sectionner ça par région et alors, si on regarde l'Afrique du Nord, on a, je pense, le Maroc qui sera leader, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Afrique de l'Ouest, je serai en train de voir, Afrique de l'Ouest francophone, je serai en train de voir entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je sais qu'il y a des choses qui se font au Nigeria, il y a des choses qui se font au Ghana. Alors, je ne saurais pas vraiment évaluer la différence, si ce n'est de dire que ça avance certainement mieux dans certains pays et ça avance tout doucement dans d'autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier. Okay. Didier, ton avis là sur la question. Je vais abonder dans le même sens que Gilda, justement. Et en fait, une partie de la réponse se trouve dans la réponse que j'ai donnée à la première question, quand j'ai indiqué qu'il y avait seulement 6 pays qui tiraient leur épingle du jeu. Et j'ai cité les pays. Il y avait la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Maurice et le Seychelles. Sur les 6 pays, on a quand même 2 pays sur les 6 qui sont dans l'Afrique du Nord. Donc, on voit tout de suite que et bien entendu, aucun pays, par exemple, d'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest. On comprend tout de suite que l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud a relativement une avance sur le sujet et que les pays d'Afrique centrale sont en train d'accélérer justement. Et comme je le disais, et comme on l'a présenté dans le baromètre ce matin, il y a quand même des entreprises qui ont répondu à mon baromètre, qui majoritairement se trouvent dans les pays qui ne sont pas, sinon tous d'ailleurs, qui n'ont pas encore pris leur accélération sur la transformation digitale. Ceux qui ont répondu indiquaient qu'ils se protégeaient avec à peu près 18% des solutions et que ces solutions, avec 18 solutions en moyenne, je veux dire, et que pour 60% des cas, ces solutions se trouvaient comme satisfaisantes. Donc, ils ont des solutions et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est peut-être l'accompagnement. Donc, on voit très rapidement apparaître dans le baromètre des axes d'amélioration que les pays qui n'ont pas encore pris leur vitesse de croisière, mais qui sont en train de progresser, ils ont cette envie-là et ils attendent seulement d'atteindre leur vitesse de croisière et pouvoir avancer. Donc voilà. Mais la différence, pour répondre très précisément à la question, il y a bien une disparité. Comme je disais tout à l'heure, l'Afrique du Nord a relativement bien progressé par rapport à d'autres pays d'Afrique. Voilà. D'accord, ok, Mais il y a aussi merci. l'île Maurice, hein. Bertrand, si tu me permets, l'île Maurice je pense qu'on a parfois tendance à l'oublier, mais l'île Maurice qui fait des choses juste extraordinaires. Sur le Bien sûr, qui est très plan. actif en digital, bien sûr, en IT, en digital là-dessus. Ok. La question suivante pour Gildas, si je ne me trompe pas, comment tu vois l'évolution du marché sécurité en Afrique? Alors, j'ai lu récemment là,
comment dire, une étude du Gartner qui dit voilà, le marché cyber va évoluer en Afrique. Voilà, le Gartner qui est assez précurseur là avec ses analyses. Toi, c'est quoi ta vision terrain là sur le marché de la sécu, dans les constructeurs, dans les vendeurs on va dire de logiciels, dans les startups, tu vois, c'est en ébullition ou c'est quoi là, ça va être quoi Oui, la tendance? forcément, forcément. Après, moi, en fait, ce qui est clair, c'est que le, ce qui se passe avec le Covid, ça va. Il y a forcément une autre forme de prise de conscience. Il y a forcément. Moi, je reste convaincu que les efforts, en revenant un peu sur ce que disait Didier, les pays qui piétinent un peu, qui ont des gros challenges, par exemple, à mettre le dispositif en place pour les cybermenaces, les cyberattaques, ça va forcément aller. En fait, je veux dire, je ne pense pas non, je ne crois pas que après cette pandémie-là, que les choses soient les mêmes. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et là, moi, je m'intéressais encore un peu au Global Security Index. C'est quelque chose qui date de 2018, mais ce qui ressort de là, il y a les bonnes pratiques de renforcement de capacité, de lutte contre la cybercriminalité, elles sont en train de. Mais je suis sûr que ouais, les 5 prochaines années, ça va être. Le baromètre nous le dira. Ça va être mieux encore. Ok. Et pour toi, sur cette dernière question, Didier, pour cette, La alors question sur la ouais, tendance. ouais, la dernière question que j'aurais, mais je vais vous la poser à tous les deux, c'est quel message vous souhaiteriez passer aujourd'hui sur la cyber en Afrique? Si vous, un seul message clé que vous souhaiteriez passer chacun, de manière très rapide, parce qu'après je vois on a pas mal de questions sur le chat. Un message clé. Gildas, ça serait quoi pour toi? Cyber en Mais Afrique. que ce soit plutôt que ce soit des initiatives régionales. Que le régional. On va prendre l'Afrique centrale, qui est le Gabon, le Cameroun, les Congos, et tout ça, qui se mettent ensemble, qui pensent à une stratégie régionale. Je pense qu'on ira plus vite que de faire par pays, et, à mon humble avis. Et puis, le dernier point, c'est la formation. La formation, parce que on a besoin de former à tous les niveaux. Autant parce qu'en termes d'experts, je ne sais pas combien il y en a en Afrique. Je ne sais pas si par rapport à la population, le nombre d'experts s'y est, mais on a besoin autant de former l'utilisateur final, mais on a besoin de former les gens pour la gestion des gouvernances, on a besoin de former les experts pour la gestion de solutions ou peut-être mettre une solution en place. En bref, moi, j'encourage à l'initiative. Ok. Bon. Et toi, Didier, un message avant qu'on prenne les questions? Quel message tu souhaites Oui, passer? alors moi, ça va être très rapide. Le premier message, c'est déjà à l'encontre, enfin, envers les personnes qui nous regardent ce matin. Encore une fois, je vous remercie d'être restés si nombreux et surtout d'être venus aussi nombreux. Dans le livre blanc que vous pourrez télécharger, vous retrouverez mon contact. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui souhaitent obtenir le baromètre, recevoir le baromètre de la cybersécurité de manière beaucoup plus détaillée, telle que nous l'avons édité avec l'ensemble des DSSI et RSSI avec qui j'échange. Ça, c'était pour la partie pub. Ensuite, pour le message principal, comme je l'ai indiqué, les pays africains ont lancé tous le projet e-gouvernement. Une chose, c'est de lancer le projet. Une chose, c'est de se doter des solutions pour se sécuriser. Une autre est de se faire accompagner par des personnes, des experts pour pouvoir le faire. Et donc, Gilles l'a brièvement dit aussi très rapidement, elle l'a dit tout à l'heure, c'est que il est mieux de se faire accompagner par des experts, par des sachants, pour pouvoir avoir une meilleure gouvernance des solutions que nous pourrons avoir ou encore que nous souhaitons déployer. Voilà. Ok, merci Didier. Je vous propose, on va prendre les questions. Alors, il y en a beaucoup dans le chat. Je vais vous les poser. Si vous pouvez répondre le plus brièvement possible pour comprendre un maximum. J'ai une question de Virginie. Le chiffre de 1 personne sur 4 ne respecte pas les recommandations.
Comment t'expliques ça? C'est un défaut de formation? C'est un défaut d'information? C'est que les gens, ils veulent. Pourquoi une personne sur quatre, Didier? Alors, une personne sur quatre, il y a plusieurs choses. C'est pas propre au Gabon. Hein. Je dirais pas, sans prétention aucune, que ce soit le même chiffre en France. Mais quand on sensibilise, il faut répéter. Il faut adapter sa sensibilisation. Quand on dit simplement à quelqu'un, on envoie un mail ou on lui dit, on met une affiche simplement en disant, ne cliquez pas sur ce lien, on regarde et on passe. Et c'est naturel, c'est humain en fait. Et du coup, la sensibilisation passe par non seulement la répétition, parce qu'on a tous fait l'école, on se souvient bien que nos enseignants et nos instituteurs à l'école nous rabâchaient, nous répétaient plusieurs notions pour que ça puisse être imprégné en nous. Et c'est pareil pour la sensibilisation en cybersécurité. Si on se contente de dire simplement ne cliquez pas sur un mail une fois dans l'année, les 2 heures qui suivent, la personne a oublié tout de suite. Donc, il faut adapter la sensibilisation et surtout répéter pour que ce soit bien ancré dans Ok, les comportements. ok, merci Didier. Une question de Laurent. La prise de conscience des risques cyber est-elle aussi vraie de la part des États, des régions subsahariennes, ou est-ce seulement la prise de conscience des sociétés privées locales? Mais après, je pense que Oui, il y a des la situations part où des États, de la part des États, c'est oui, vas-y, c'est ça la question par il y a des rapport, situations voilà, où ça la part passe des en questions. particulier vers la grande masse. Il y a des situations dans lesquelles on ne passe pas de la grande masse vers le particulier. Ce qui est clair, c'est que moi, quand je parle d'initiative régionale, par exemple, oui, c'est d'abord, je ne sais pas si c'est censé le dire comme ça, mais c'est d'abord une affaire de l'État. Ce sont les États qui se réunissent, ça part de l'État. Ça devrait partir de l'État. Ok, Ça devrait partir de l'État. ok. Une question aussi, alors une question qu'on a d'Adrien. Est-ce qu'il y a eu, suite à des cyberattaques là, ces dernières semaines, est-ce qu'il y a eu des faillites au Gabon, à ta connaissance, dans les journaux locaux? Est-ce que tu as entendu Des faillites. suite à une cyberattaque ou un ransomware, ou est-ce que tu as eu connaissance de sociétés qui ont vraiment fait faillite directe? Non, non, non. Et c'est ce que je disais en fait. C'est aussi après, je ne m'attends pas à ce qu'on publie pour informer à tout le monde. Mais à ma connaissance, à ce jour, non. J'espère pas que des sociétés feront faillite. Mais ce qui est clair, c'est que c'est quand même là, on est fait que comme je disais, c'est le mois de mai où c'était très intense. Je suppose que ça continue, mais bon, après, peut-être qu'il y a déjà aussi une prise de conscience au niveau des entreprises ou des administrations au niveau du gouvernement. Mais derrière, ce que je dis, c'est que il y aura forcément des conséquences. Peut-être pas faillite, mais il y aura de lourdes conséquences. D'accord, ok. J'ai une autre question, alors c'est un sujet qui a rien à voir. Le retard de l'Afrique sur la 5G et de même sur la 4G, déjà, ne serait-il pas un frein à une lutte efficace contre la cyberattaque? Le fait d'être en retard sur Alors, enfin, qu'il y a un retard. je Vas-y je sais Didier. pas si je sais pas si on peut parler de retard sur la 5G. J'ai vu que le Gabon faisait partir. Tu me diras si je me trompe, Gildas. Le Gabon faisait partie des pays africains qui testent la 5G. Donc clairement, on est, je crois pas qu'on soit en retard là-dessus. Et quand j'ai vu également qu'on a 3 millions d'abonnés téléphoniques et que la téléphonie utilise bien entendu la 4G ou la 5G ou la 3G, la 4G en majorité, pour pouvoir échanger et que les utilisateurs utilisent plus un smartphone qu'un ordinateur portable, c'est bien en utilisant les réseaux téléphoniques pour pouvoir échanger. Donc, on a quand même une longueur d'avance et j'ai pas envie de me prononcer sur les autres pays africains. Je n'ai pas la prétention, encore une fois, mais je crois que je ne sais pas si on peut parler de retard sur la 5G. Il est en test dans plusieurs pays, il est en test au Gabon. Ok. J'ai Oui, une autre question. il est en test, je confirme. Mais ce que je veux juste dire, c'est que après, ici, on parle de cybersécurité. Le facteur premier qui nous amène dans la cybersécurité, c'est Internet. Peu importe comment on attaque Internet, la chose la plus importante, à mon humble avis, c'est déjà de s'assurer que ce soit sur un support 3G, 4G, 5G, qu'on ait déjà les réflexes. Parce que je ne pense pas que c'est parce qu'on sera en 5G que ça va réduire de manière drastique les cyberattaques. Je ne pense pas. C'est bon d'avoir la technologie, c'est ce que je disais,
Mais je veux dire déjà que les gens ont cette awareness-là de pouvoir déjà être confortable sur la toile, avoir comment on appelle ça, les mesures barrières sur la toile, savoir que bon, là, par exemple, on fait pas ci. Et puis après, oui, d'accord. Le développement, oui, peut-être que passer de la 4G à la 5G, ça va forcément apporter quelque chose en plus, mais quand on parle de cybersécurité, je ne pense pas que c'est parce qu'on est en 4G, en 5G qu'on est moins exposé ou qu'on est plus exposé. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ok, non, non, mais je pense que c'est. Merci pour la réponse. Gildas, une question pour toi là, d'Ismaël. Tu parlais tout à l'heure de l'absence de SOC ou de CERT, mais du coup, la question d'Ismaël, mais du coup, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour pallier à l'absence de SOC? Est-ce que tu as des éléments pour être sûr de bien Alors, comprendre, mais d'avoir bien là, compris ton intervention? oui, je vais parler, je vais peut-être parler je vais parler euh, je vais parler sur le plan de l'entreprise. Comment ils font eux je pense que je le disais un peu dans l'intervention. C'est quand on a pour parer à une attaque ou encore dès qu'on est attaqué, comment on sort de là? Comme je dis, hein, les personnes vont en interne et en externe, on va essayer de se battre pour parer à l'attaque ou encore pour remédier ou pour trouver la solution, en fait, pour sortir de cet état. Ce qui se passe, c'est malheureusement, on va chercher des experts, d'accord? Je veux dire, on est plus dans la réaction. En fait. On n'a pas, on a décidé, par exemple, de ne pas avoir un RSSI, d'accord? Mais quand on a une attaque de type ransomware, ben, je ne sais pas, on va repartir vers les partenaires et puis ça va coûter ce que ça va coûter. Sachant bien que le RSSI, je me dis, lui, il a un rôle, il a un rôle spécifique. Et un de ses rôles, c'est aussi de faire qu'on ne soit pas aussi exposé. Et on décide de ne pas avoir un RSSI en se disant, bon, ouais, c'est pas important. Et on est attaqué. Quand on est attaqué, malheureusement, voilà, c'est parce que c'est la raison pour laquelle je parlais de conséquences financières. C'était de dire qu'après, pour régler le problème, on va vraiment payer de l'argent. Ok, ok, merci. J'ai une question pour Didier. Didier, tu évoquais le projet ambitieux de e-gouvernement. Est-ce que les administrations publiques font partie de ton baromètre? Je pense avoir la réponse, mais je te laisse si j'ai bien compris. Non, effectivement, je n'ai pas les administrations publiques sur le baromètre. Encore une fois, le baromètre, c'était une première version. Elle s'est faite plus entre personnes qu'on connaissait de réseau en réseau, d'autant plus qu'on se connaissait, enfin d'une personne à une autre. Et encore une fois, l'idée c'était de partir sur la qualité, donc de m'adresser directement au DSSI, au RSSI, pour pouvoir avoir d'être très proche du besoin en cybersécurité via ces experts-là. On travaille déjà dessus sur la prochaine version du baromètre. On va essayer d'étendre nos échantillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on verra si on intègre les services publics. Ok, bon bah top, top. J'ai une question intéressante là de Martial. Les compétences africaines se révèlent de plus en plus, mais à l'étranger. Donc pas toujours sur ce que je comprends, pas toujours sur le continent africain. Y a-t-il des plateformes de mutualisation qui permettraient à ces compétences de partager leur vision et expérience? Est-ce qu'il existe des plateformes de compétences mutualisation pour le continent africain? Est-ce que vous en avez connaissance? Alors, et effectivement, c'est vrai qu'on a cette impression-là que les compétences se révèlent plus à l'étranger, mais depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la cybersécurité en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de compétences sur le territoire, sur différents pays d'Afrique, mais dont on n'a pas toujours connaissance. Alors, les deux associations que j'ai intégrées et que j'ai présentées en introduction, par exemple 10 000 codeurs, qui est un réseau d'experts dans les métiers du numérique, fait partie de ceux-là justement, qui fait partie de ces plateformes justement qui fédèrent ces personnes-là. 10 000 codeurs réunit plusieurs experts dans plusieurs thématiques différentes et moi je suis dans le pôle cybersécurité. Et une autre plateforme, c'est APAC.
l'association pour la cybersécurité en Afrique, l'association panafricaine pour la cybersécurité, qui également réunit uniquement les experts cybersécurité. On n'a pas que les RSSI, mais on retrouve dedans des RSSI, des DSI, des consultants, des personnes des métiers divers, mais qui sont en rapport avec la cybersécurité. Ce ne sont que deux plateformes et ces plateformes-là mutualisent des compétences. On les retrouve que ce soit à Paris, en France, en Espagne, aux États-Unis, mais surtout dans les continents africains, qui sont sur place sur le territoire et qui nous permettent justement, et moi en l'occurrence, de remonter les informations depuis le continent. Voilà. Ok, merci Didier. Là, on va prendre peut-être encore une ou deux questions. Je vois l'heure qui tourne. Une question pour tous les deux. Celle-là, elle est intéressante aussi. Comment voyez-vous l'évolution du DSI RSSI au board en termes de gouvernance sécurité au sein des entreprises et tout ça suite à la crise du Covid? Alors, vous êtes tous les deux DSI et RSSI. Donnez votre regard croisé là. Comment vous voyez, est-ce qu'il va y avoir une évolution ou enfin une évolution là dans ce couple infernal, la DSI et RSSI? Je laisse Gilles commencer. Moi, comme je dis, alors le DSI, qu'est-ce qu'il en pense avec ça? Comme je dis, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la réaction, d'accord? Et malheureusement, quand on est beaucoup dans la réaction, on dépense beaucoup d'argent. Et après, on peut réfléchir à se dire, OK, comment dépenser le moins d'argent possible? C'est forcément comment dire ça? C'est forcément une symbiose. C'est forcément une symbiose qui a non seulement qui a lieu d'être, mais l'évolution, je pense qu'avec le Covid, comme je dis, en fait, je serais surpris. En fait, je serais surpris que les choses restent les mêmes. Franchement, je serais surpris que les choses restent les mêmes. Je pense que toute entreprise, là, c'est sur le plan local, je parle du Gabon, je veux le dire pour toute l'Afrique entière, toute entreprise, d'accord, qui a un DSI devrait nécessairement avoir un RSSI. Mais nécessairement. Parce qu'il y a beaucoup de cas où on trouve un DSI, on trouve quelques personnes qui font plus de la sécurité opérationnelle. Bon, je suis optimiste en me disant que bon, après ce Covid, oui, c'est un bon message là. Ouais. C'est un bon message positif. Et toi, est-ce que Didier, par rapport à cette crise du Covid, tu vois une évolution là dans la gouvernance entre DSI et RSSI de ton point de vue? De mon point de vue, ça va. Je pense que entre les deux, ça va pas beaucoup changer. Par contre, ce que j'ai dit souvent, c'est que le Covid-19 est arrivé avec un champ lexical qu'on a tous découvert. On a entendu parler de gestes barrières, on a entendu parler des aides-soignants. Et je fais toujours l'analogie et je me dis que le RSSI, c'est l'aide-soignant en fait. C'est la personne qui, au début, on n'entendait pas toujours parler, on ne prêtait pas toujours attention, mais qui d'un coup, parce qu'on a fait face à cette crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre très rapidement les collaborateurs en télétravail. Personnellement, dans mon cas, j'avais 10 jours seulement pour valider la solution la plus sécurisée possible et placer mes collaborateurs en travail à distance. Donc, en 10 jours, je suis passé de 40% de mes collaborateurs qui étaient équipés pour le télétravail à 80%. Donc, plus de 100% de mes collaborateurs, enfin, 100% de mes collaborateurs se sont retrouvés en travail à distance. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a relativement pris conscience du RSSI et surtout de sa nécessité. Je crois que ça va durer. Je crois que le RSSI aura de plus en plus une voix qui va porter. Quant à son rapport avec le DSI, j'ai envie de dire, je saurais me prononcer, mais je sais que le RSSI est de plus en plus écouté. Et ce sera encore le cas dans les jours qui suivent. Ouais. Merci Didier. Il y a une question dans les participants. Daniel, tu as levé la main. Je ne sais pas si tu as la possibilité de couper ton micro et de poser ta question. Ça sera la dernière question. Daniel, alors, tu as le micro ouvert, on t'entend pas. Vas-y. Alors, éventuellement, s'il y a une autre personne qui souhaite poser une question, sinon je vous propose, on va
on va conclure là sur ce webinaire parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire, mais c'était très intéressant de prendre les questions à la fin des différents participants. Daniel, on t'entend pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on va faire pour conclure hein, très rapidement, là-dessus, écoutez, merci à tous et à toutes pour votre participation. D'abord, un grand merci à nos deux invités, à Gildas et à Didier, là, pour le regard croisé et leur éclairage et moi, j'ai été ravi à titre personnel d'animer ce webinaire avec vous deux et effectivement de parler de l'Afrique hein, sur de la cybersécurité, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans tous les cas, on vous enverra le support de présentation. On vous a également mis à la fin, on vous a mis quelques contacts, donc vous aurez les adresses mail. Si vous souhaitez également me contacter, ou également, on a Thierry, pour ceux qui le connaissent, et je vois que Thierry est connecté également dans les participants, voilà, il y a Thierry Lacroix au niveau de OnePoint qui est spécialisé, qui est directeur de l'Afrique. Donc si vous souhaitez aller plus loin avec Thierry ou poser des questions échanger bien sûr avec Gildas et Didier, ça sera avec grand plaisir. Donc je vous dis de toute façon à bientôt pour des nouveaux webinaires, et vu le succès qu'on a eu ce matin, j'ai bien l'intention d'en organiser un prochain webinaire sur la cyber, l'Afrique dans les prochaines semaines. Mot de la fin, Gildas, merci à toi. Non, mais merci, j'insiste, merci pour l'invitation et merci pour. J'attendais pas autant d'invités. Merci à Didier et je reste disponible pour les prochains épisodes. Ça marche, merci. Et Didier? Merci à tous, merci aux invités, merci à ceux qui nous ont rejoints sur ce webinaire. Merci à Bertrand pour cette initiative que je trouve très intéressante aussi. Et je suis disponible. Vous pouvez m'ajouter sur mes réseaux sociaux, idéalement sur LinkedIn, où je suis très réactif également. Et pour ceux qui souhaitent avoir le baromètre de la cybersécurité, je le répète, vous pouvez me contacter directement sur mon LinkedIn, par exemple. Ok. Et je vous dis à bientôt, très bonne journée et bon week-end. À bientôt à tous et à toutes. Ok. Au revoir. Au revoir.